Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG TV. Je suis une de vos abonnés. Je vous envoie ce message depuis le Gabon. J'aimerais partager avec vous une histoire, en fait, un fait que j'ai vécu il y a de cela, on va dire quoi, plus de 15 ans déjà. Donc, je rentre de l'étranger après mes études et je fais la rencontre d'un jeune homme aussi, quasiment de mon âge. Qui lui travaillait déjà dans une société de la place. Moi, comme je disais, je rentrais, donc je n'avais pas encore d'emploi à cette époque. J'étais plutôt à la recherche. Du coup, le jeune homme, il me fait la cour et ça colle bien entre nous et puis on se met ensemble. Je me dis, c'est un bon parti, il est jeune, je suis jeune, on peut construire quelque chose ensemble. Donc le jeune, à ce moment-là, quand je rencontre, je veux dire, il vit pas très loin de chez moi, donc on est dans le même quartier. On passe quasiment toutes nos soirées ensemble parce qu'il va au boulot le matin, il rentre le soir et moi je suis libre. Donc je passe quasiment toutes mes journées avec lui, enfin toutes mes soirées avec lui. Il m'explique qu'en fait il est là pour un temps. Il est venu garder la maison de son grand frère qui se trouvait à l'étranger à ce moment-là. Et voilà, donc on passe, on va dire quoi, un mois comme ça ensemble, on est en couple et tout. Et puis vint le jour où son grand frère revient et qu'il faille que lui, il reparte chez lui. Donc lui, il repart chez lui, voilà. Il habitait par contre vraiment très 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 loin à ce moment-là de chez moi. Il faut dire qu'on était à 2 pôles différents. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je donne les détails des quartiers et autres parce que bon voilà, mais bref, lui, moi j'étais au nord, lui il était au sud carrément. Mais on était toujours en contact, on était toujours en couple et on avait peut-être pas décidé, mais ça s'est fait de manière naturelle. Je passais quasiment tous mes week-ends chez lui. Sinon, on va dire, je partais chez lui le mercredi et je rentrais chez moi le dimanche. C'était un peu notre rituel en fait. Donc j'allais chez lui, j'étais la petite femme en fait. Je faisais à manger. Il faut préciser qu'il vivait seul dans un petit studio, comme on dit au Gabon, donc une petite maison de une chambre avec un salon, une cuisine et une douche dans la chambre. Il avait assez bien meublé sa maison, voilà, il travaillait, il avait une bonne situation financière. Donc ça va, je m'ennuyais pas, je manquais pas je manquais quasiment de rien, on va dire ça comme ça. En tout cas, il s'occupait de moi, il s'occupait bien de moi, il était doux, il était bien. Honnêtement, j'avais rien à lui reprocher, sinon j'ai toujours rien à lui reprocher. J'ai pas eu je me suis jamais sentie en compétition avec d'autres femmes, donc on a jamais eu de problème en fait. Mais ce qui fait que on arrête, c'est ce qui va se passer un jour. Je pense au bout de 3 mois de relation. Donc qu'est-ce que je raconte 3 mois? On a mis plus de temps que ça. Hein. 6 mois de relation, je pense bien. Un mercredi, comme d'habitude, je vais chez lui. Et moi, j'aimais beaucoup regarder les séries de TF1 là, Esprit criminel. Il y avait encore quoi qui passait? New York, Unité spéciale. Vous voyez ces séries là, je les aimais beaucoup. Donc les mercredis, souvent ça passait. J'étais toujours câblée. Et il y avait des séries qui passaient jusqu'à 1h du matin. Je sais pas si vous voyez. Et moi, j'étais toujours là à les regarder. Souvent, quand on rentre du boulot, je lui fais à manger, je fais sa table, on mange et tout. Lui, peut-être un peu plus fatigué que moi, il va, il prend sa douche et il dort. Moi, je restais là devant la télé jusqu'à 1h, 2h à regarder mes séries parce que de toutes les façons, le matin, lui se levait pour aller au boulot. Moi, je restais seule chez lui et tout. Et c'est comme ça que ce fameux mercredi, ce mercredi en question,
comme tous les mercredis, on va chez lui, je fais à manger, on mange et tout le tralala. Il me dit qu'il est fatigué, qu'il va se coucher. Donc il va se coucher et moi je reste au salon à regarder la télé. Et il faut dire que les fenêtres de son salon étaient en vitre, en baie vitrée. Et on n'avait pas de rideau lourd en fait. Donc il y avait juste du voilage blanc. Ça veut dire que depuis l'intérieur, on pouvait apercevoir l'extérieur. Peut-être pas bien, mais on voyait au moins les silhouettes et autres. Et la télé, la table de la télé était juste déposée en dessous d'une des fenêtres. Donc en fait, on avait la télé et quand tu levais un peu la tête, tu avais la fenêtre. Du coup, moi, je suis là à regarder mes séries comme d'hab. Il est peut-être 1 heure ou 2 heures, je sais plus. Et là, je ressens comme le poids d'un regard sur moi. Vous voyez, quand euh, quelqu'un vous regarde, mais avec insistance, en fait. Donc, à un moment, je lève la tête pour voir ce qui se passe. Et quand je lève la tête, choc. Je vois une silhouette derrière la fenêtre. Mais tout de suite, la silhouette se rend compte qu'en fait, je l'ai vue. Elle court, en fait, derrière la maison. Et il faut dire que derrière la maison, il n'y avait pas d'issue en fait, parce que il y avait des voisins et c'était pas possible que cette personne puisse sauter pour aller dans la maison d'un voisin. Surtout que certains voisins avaient des chiens. Donc moi, courageuse de mon état, je me dis je vais sortir pour voir qui c'est et peut-être lui l'alerter après. Va savoir pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Alors donc je sors pour aller voir qui c'était et tout. Je cours derrière la maison et il n'y a rien. Mais il y a juste un violent vent qui me frappe, qui me donne la chair de poule. Je ne sais pas si vous voyez le vent assez étrange là. Et là, je me dis, il faut que je rentre. Parce que je commence à paniquer en fait. Je viens de voir une silhouette, mais au fond, il n'y a personne. Et il y a un vent assez étrange. Donc je cours rapidement dans la maison. Je ferme la porte du salon, j'arrête la télé. Allez, série, c'est fini et tout le reste. Je vais dans la chambre, je m'allonge. Et je dois préciser que le gars, il les met dormir dans le noir absolu. Mais franchement, je ne sais pas si vous voyez le noir, qui est tellement noir que même quand vous levez votre membre, votre bras, votre pied ou whatever, ou quoi que ce soit en fait, vous ne vous voyez pas en fait. Lui, il adorait ce noir-là. Moi, de nature, je laisse toujours une petite lumière, je sais pas, ça peut être la lumière de la douche, ça peut être, je sais pas, mais j'ai toujours une petite lumière que je laisse. Mais lui, il adorait le noir. Donc, on avait juste peut-être la petite lumière comment on appelle ça, du split là, et même là, je sais pas comment il s'arrangeait à ce que ça soit pas très très répandu dans la chambre. Bref. Donc je m'allonge juste à côté de lui, derrière lui. On avait un lit collé au mur, donc moi je suis vraiment sur la partie collée au mur et lui il est allongé devant. On dort. On dort et après je sais pas combien de temps de sommeil parce que ça se calcule pas, mais j'avais l'impression que j'avais pas dormi longtemps. Mais j'entends comme une voix qui me réveille en fait, une voix qui me dit vas-y réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et quand je me réveille, je vous jure, non mais c'est pas bien de jurer, mais là je vous en parle, j'ai même la chair de poule. J'ai toujours eu envie de savoir ce qui s'est passé. Et là même je vous écris, parce que j'ai des amis qui m'ont dit mais vas-y, raconte l'histoire, peut-être que tu auras une solution. Mais je vous assure, je me réveille et je vois une silhouette dans la chambre. Juste dans un coin du mur. J'ai même la chair de poule. Donc que je vous raconte l'histoire, je vous assure. Je vois la silhouette qui me regarde. En fait, c'est une silhouette, mais tu sens qu'elle te regarde. Et tu sens même qu'elle te sourit. On dirait une connexion en fait d'esprit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et là, je m'assois sur lui. Je me dis non, peut-être que je suis encore dans le rêve ou dans un cauchemar, je ne sais pas. Je m'assois, je fais comme à la télé, je vous assure, je me frotte les yeux et je les écarquille pour me rassurer que je suis bien, que je suis pas en train de rêver en fait, que je suis bien réveillée et qu'en fait je vois vraiment ça. Donc je m'assois, mais la silhouette elle est toujours là et la silhouette elle me sourit. Et là je panique. Panique totale dans la maison. Je le réveille. Je le réveille, je dis regarde ce qu'il y a là, regarde ce qu'il y a là.
Le gars, il se réveille, il jette un coup d'œil, en fait. Il me dit, oh, c'est rien, rendors-toi. Je dis, non, mais t'es sérieux ou quoi? Tu vois ce que je suis en train de voir? Il me dit, oui, mais d'un calme. C'est ça qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui, quoi. Le gars, il me dit, oui, d'un calme olympien, genre, ouais, bah, ouais, quoi, c'est pas la première fois. Couche-toi. Je dis, non, mais t'es sérieux ou quoi? Tu vois vraiment ce que je suis en train de voir? Il me dit, oui, c'est rien, vas-y, couche-toi. Mais, et la silhouette, elle est là, elle sourit. Et je suis là, j'essaye de me coucher, j'essaye de me rassurer, j'essaye de me dire, non, non, c'est pas possible. Le gars, je suis là, je commence à trembler, mais littéralement trembler, hein. Pas trembler parce que tu as froid ou parce que je sais pas, mais trembler, vous voyez vraiment, tu trembles sans pouvoir en fait gérer ton tremblement. J'arrivais pas à me contrôler, je tremblais depuis mon intérieur en fait. Et du coup, lui, il sentait ces vibrations-là pendant qu'il dormait. Il se réveille, il me dit, attends, c'est à cause de lui que tu fais toutes ces crises, c'est à cause de lui que tu as peur comme ça. Il dit, ok, attends, je vais trouver une solution. Le gars, il se lève, il allume la lumière de la douche, il laisse la porte ouverte, et là, la silhouette disparaît. Il me dit, c'est bon, là, tu peux dormir. Je regarde. Il me dit, tu la vois encore? Je dis, non, je vois plus. Il me dit, ok, c'est bon, donc dors. Le gars, il va tranquillement s'allonger. Et il dort, je vous assure. Je ne sais plus quelle heure il était. Mais vu qu'il se levait à 5 heures, parce qu'il travaillait quand même au centre-ville, et qu'il vivait assez loin, donc il se levait très tôt pour être au boulot à 7h30, moi, j'ai pas pu fermer l'œil. Mais le gars, il a dormi, hein. Il s'est levé à 5 heures, il est allé prendre sa douche. Il m'a dit, bah, écoute, il m'a dit, hein, alors qu'en général, il sait que je reste là, je passe ma journée, je fais à manger et tout le reste. Mais là, il me dit, tu veux rester ou tu veux que je te dépose chez toi? Ah, mais moi, clairement, je lui ai dit, écoute, tu me déposes chez moi. Il m'a déposé chez moi. Et en plus, non, mais en fait, j'ai oublié de dire, c'est que le gars, il sourit à chaque fois. Genre, il te fait un petit rire, comme s'il te narguait, comme s'il se moquait de toi. Il rit, quoi, il rit. Et moi, je lui dis, non, tu me déposes chez moi. Il me dit, ok, pas de souci. Le garde tranquille, je me lève. J'ai même pas lavé mon visage. Je suis montée dans la voiture. Il a démarré sa voiture. Il m'a déposé chez moi. Ensuite, il a allé au boulot. Il m'a rappelé le soir, je viens te chercher, j'ai dit non. Je pense qu'il a compris à partir de ce moment que c'était fini parce qu'il n'a plus, enfin, plus jamais essayé de me contacter, non. Il m'a contacté, mais c'était plus dans le sens qu'on était ensemble, hein. Il avait compris que c'était fini entre nous, mais genre juste un coucou en passant. Je vous raconte vraiment, j'ai vécu, le gars, il est toujours vivant. Je n'ai jamais voulu raconter aussi cette histoire-là parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il se reconnaîtra. Et je suis sûre que s'il écoute votre émission, il va se reconnaître. Parce que, enfin, sauf s'il a vécu ça avec plusieurs filles, mais quand même une histoire pareille. Voilà, il fallait que j'en parle parce que c'est en moi depuis des années déjà. Ça va faire quoi? Ça va faire déjà 15 ans ou plus que je garde ça pour moi. Mais je me suis toujours demandé ce que ça signifiait. Est-ce qu'il a pour lui des entités avec lesquelles il travaille? Parce que je suis convaincue qu'il savait que ça me dérangeait. Est-ce qu'il a fait exprès de me montrer ça? En fait, j'ai envie de comprendre. Est-ce que moi, c'est mon esprit qui était réticente? Est-ce que j'ai jamais compris, je vous assure. Le gars est toujours vivant. J'ai même vu qu'il s'est marié. Peut-être que c'est pas une info que je devrais donner. Mais bon, voilà. Je voulais quand même raconter et dire que bah, c'était un jeune gars comme moi. En général, on se dit que c'est les papas là qui sont dans des trucs bizarres, qui font des trucs bizarres, mais même les jeunes sont assez fous, quoi. Donc il faut que les gens fassent attention et voilà quoi. Merci de m'avoir écouté, merci à vous. J'espère que vous publierez mon histoire et que je l'écouterai. De toutes les façons, je suis une abonnée. Bien de choses à vous, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, moi, mon histoire, c'est pour moi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, donc c'est pour moi-même. Donc, je suis allé au village en congé avec l'un de mes frères. Bon, comme au village, on utilise le feu de bois. Bon, on allait chercher le bois au village, en brousse. Comme on était en congé, on allait chercher le bois en brousse. Bon, en voulant couper le bois,
Il a coupé le bois. Bon, il y a un petit bois qui est quitté, tombé sur sa tête. Bon, on est rentré à la maison. C'était un petit bois comme ça. On est rentré à la maison. Là, il ne sentait rien. Quand on parle à la maison, on me dit, oh, il sent comment, là où le bois est touché, là, la tête lui fait mal. Il a un problème, la tête fait mal. On reste là. Un jour, 2 jours. Enfin, je vois comment il y a même plus de changement. Il y a trop la tête lui fait. Donc, je vois comment la fait. Comment ça a été compliqué. Un petit bois, comment vous avez vu comment un petit bois est touché seulement sur la tête comme ça. L'affaire est devenue compliquée. On le prend maintenant avec le grand frère. On part, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital à Iseka, on l'amène là-bas. Là-bas à Iseka, il a fait 2 semaines. Mais on appelait souvent, parce qu'on n'était pas là-bas, mais on appelait souvent pour demander la situation, comment il est, ceci, cela. On disait souvent que il est là, mais ça ne va pas vraiment. Ah, on était là, on savait quand même que non, ça va aller, il était à l'hôpital toujours. Voilà, moi qui ai fait mes 100 pas au village, en soirée comme ça là. Et je le croise avec le sac. Je lui demande, oh, c'est bien, ça va déjà. Il me dit que oui, ça va, ça va. Oh, il dit que non, ça me dérangeait, que comme tu étais à l'hôpital là, ça me dérangeait parce qu'on appelait souvent. On disait que ça n'allait pas, moi, ça me dérangeait ici. Oh, non, il me dit que non, ça va, ça va. Il dit alors que, ok, moi j'arrive, comme ça on est de sortir, il fait mes 100 pas, je vais te trouver. Je vais te trouver à la maison alors. Il me dit, ok. On cause là, on cause même là. Il part à la maison, moi je continue mes marches. C'était après, 30 minutes après, il entend dans les cris. Les gens pleurent derrière. Oh, oh, dans tout le village. Oh, 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 oh. Il dit encore que, mais derrière moi, qui est encore. Il y a quoi derrière moi? Quand je pars, c'est là on me dit que non, il y a une nouvelle qui vient d'arriver là, que mon frère est décédé. Il dit que comment ça? Moi, il vient de causer avec lui tout à l'heure là. On vient de causer là maintenant en route. C'est lui qui m'a dit que non, il y a le croisant en train de rentrer, qui a dit que non, ça va, il n'y avait plus de problème avec son sac qu'il avait amené à l'hôpital. Il me dit que non, il n'y a plus de problème. Comment on dit maintenant que c'est lui qui est décédé? On me dit qu'il est décédé. Ah, ici, moi, resté calme et tranquille. Bon, on a dit que bon, on ne doit pas le mettre à la morgue. Peut-être après, vers les 18h, on vient avec le corps au village. On dit qu'elle va enterrer. On va faire 2 jours avant l'enterrement. On a installé le corps au village. On a dit qu'on ne met pas la mort. On a installé là. Bon, le jour de l'enterrement maintenant, il y avait les prêtres, il y avait les mbombo là, tout le monde comme ça dit que parce qu'on montrait les gens là qui a tué, celui-ci qui a tué, celui-ci qui a tué. C'est là le prêtre, le mbombo, on dit bon, non, on ne peut pas laisser cette affaire avant de partir. Il faut qu'on trouve une solution. Le prêtre a prié, les mbombo ont parlé que la personne qui connaît quelque chose sur l'affaire, si on donne quelques jours. Voilà, alors maintenant nous sommes au village. Le jour de l'enterrement, on enterre, parce que chez nous on pose souvent le matelas sur la tombe de la personne qui est décédée. On dort là. Les jeunes du village, ceux qui sont aussi venus nous accompagner, ils sont venus là avec nous, ils étaient sur la tombe avec nous là. On dormait, si on a posé beaucoup de matelas sur sa tombe, on dormait là. Voilà alors maintenant minuit qui arrive. J'entends seulement comment on était sur la tombe, le matelas soulève avec nous comme ça là. Le matelas soulève avec nous qui étaient là. Nous, tout le monde tombe. À minuit, tout le monde qui prend sa route pour courir. L'autre prend parce que tout le monde était en sommeil. Tu prends même la route, tu ne sais pas là où tu es en train de courir. Donc tu cours seulement en désordre.
tu prends la route, tu penses que peut-être tu es en train d'aller même à la maison, alors que comme tu sors du sommet, peut-être tu es en train d'aller même en brousse, même encore. Tu es en train d'aller même au champ quelque part en brousse là-bas, derrière les maisons, même tu ne sais même pas ce que tu. Et comme ça maintenant que non, c'est mon frère là qui. C'est lui qui est en train de bouger la tombe. Ah, parce que tout le monde est parti. La tombe est restée comme ça, seule personne n'est dormi là ce jour. Le matin, on science ça. Le prêtre est venu là, il a fait les petits trucs là. On est resté un peu calme. Les gens, le même jour, les gens qui partent en brousse partaient au champ le lendemain de l'enterrement. Quand ils partaient au champ là, pour l'enterrement, on le croise là-bas en brousse. Ah, les mamans partent au champ, on le croise. On le trouve là-bas au champ. Ah, ça a commencé alors à faire mal au village. Et alors maintenant, on restait. On constate que la fête va devenir un peu comme il avait laissé une femme. Comme lui-même il avait 25 ans, bon la femme aussi c'était une petite fille. Bon, comme la femme est restée maintenant, quand le deuil finit, la famille de la femme vient chercher les filles, comme les maris. Comme son mari est décédé, il faut que la famille rentre avec les filles. Quand il rentre avec les filles, maintenant, nous on reste là. La fille commence un peu à faire une petite vie là. Mais partout là où la fille partait, quand la fille a trouvé seulement quelqu'un, dès qu'elle entre dans la chambre avec la personne, elle trouvait mon frère là-bas dedans. Dès qu'elle trouvait seulement l'homme, elle trouvait seulement mon frère dedans là-bas. Partout là, elle quitte même pas même ailleurs. Partout là, elle part, pas seulement trouver mon frère dans la maison là où elle va aller habiter. Donc depuis la fille là n'arrivait pas vraiment à trouver son mari. Là où elle a les relations, mais les relations ne donnent pas. Parce que quand elle trouve seulement quelqu'un, c'est une belle fille, très belle même. Quelqu'un qui trouve seulement quelqu'un. Et comme ils sont bien, mais dès qu'ils entrent dans la maison, même dans la chambre comme ça là, ils trouvent seulement mon frère qui est là-bas dedans. Mais le gars lui-même ne voit pas, mais c'est elle qui voit. Elle commence à crier. Quand elle trouve mon frère dedans, elle commence à crier. Partout. Elle est comme ça, elle n'a pas de mari. Elle tourne seulement comme ça. Elle passe en route, on la drague bien, tu fais tout. Mais c'est le problème qu'elle a maintenant qu'elle ne peut pas, je ne sais pas comment résoudre ces problèmes. Donc là, c'est mon histoire moi-même, je ne sais pas comment faire pour résoudre ces problèmes. La fille est trouvée là, elle n'arrive pas à trouver encore quelqu'un. Partout. Mon frère est toujours avec elle. Partout là où elle est. C'était mon soir, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commenter, liker, partager, c'est toujours la primaire de l'œil de Dieu. J'ai écouté l'histoire 970 et l'histoire 977 qui nous ont parlé des personnes dont on a piraté l'étoile. Je vais vous conter une histoire aujourd'hui de piratage d'étoiles que mes frères femmes appellent généralement le Kumbayano, ou j'appellerais encore ça le lien d'âme. Alors, un jour, il y a une famille de 7 enfants. Et dans cette famille de 7 enfants, nous avons 2 filles et 5 garçons. Alors, dans cette famille, une seule personne prospère. La première fille de la famille que j'ai nommée Marimacho. Alors, Marimacho a eu à se marier. Elle a eu 2 enfants et ensuite, elle a divorcé. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'autorité de l'homme. Elle était plus autoritaire que l'homme et finalement, elle a choisi de s'isoler. Alors, Marimacho est une femme battante et même très très battante et elle s'en sort hyper bien. Ce qu'il fait, car elle seule, elle épaule les 6 autres membres de la famille et les parents. Alors, le dernier, le Benjamin, à un certain moment de la famille, a commencé à s'interroger pourquoi seule la sœur Marimacho a réussi.
à s'en sortir et aide tout le monde et pourquoi lui, il ne s'en sort pas. Le jeune garçon, le Benjamin, n'est pas d'accord. La domination de la sœur, de ce que c'est la sœur qui fait tout. Elle accade le père et tout le monde. Lui, il veut être indépendant. Il a beau se battre, et il finit toujours par échouer. Alors, le Benjamin a alors donc décidé d'aller consulter. Avant même d'aller consulter, quand à chaque fois qu'il se plaint, on allait lui faire quelques bains, quelques lavages, quelques ceci, quelques prières par-ci par-là. Il a donc décidé d'aller consulter, et cette fois-ci seul, sans le concours de personne. Alors lorsque notre frère s'en va consulter sans le concours de personne, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend chez ces trois marabouts qu'il y a une pratique qui a été faite. On a attaché toutes les étoiles de la famille et on a remis entre les mains de Marie Macho pour que Marie Macho brille et soutienne la famille. Et qu'il a donc fait? C'est bien papa et maman qui ont pris cette décision de pirater toutes les étoiles des autres enfants pour concentrer cette étoile entre les mains d'une seule, de Marie Macho. Et le Benjamin est quelqu'un qui n'aime pas dépendre des autres. Lui, il n'aime pas quémander, il n'aime pas mentir. Et par conséquent, il n'aime pas aussi beaucoup aller vers sa sœur pour poser ses problèmes et sa sœur va le traiter de tous les noms d'oiseaux. Alors, ayant appris cela de Twanganga, il s'est dit non, ça ne marchera pas comme ça. On a fait la réunion familiale première année. Le gars a dit à la famille, je sais que voilà ce que vous avez fait. Et si vous ne remettez pas mon étoile, je vais détruire la sœur et tout le monde va perdre. On l'a traité de fou, de tout et de rien. Et deuxième année, il s'est toujours plaint. Et entre-temps, la sœur a décidé de ne même plus l'aider en rien. Deuxième année, le gars s'est plaint. On n'a toujours rien fait. Troisième année, le gars s'est toujours plaint. On n'a rien fait. Et le gars a donc dit, je vais descendre la sœur et tout le monde va perdre. Et la famille a cru que c'était de la blague. Le garçon a eu à travailler un peu d'argent. Il est parti voir les voyous du quartier qu'il a payé. Et la sœur a été violée et exécutée par les malfrats. Conséquence, toute la famille a perdu. Et la famille a commencé à dépérir. Tout le monde a commencé à vivre une misère totale. Le père, la mère, les deux enfants de la dame et tous ses autres frères. C'était vraiment de la catastrophe. C'était catastrophique, mes chers frères et sœurs. Faisons beaucoup attention de concentrer la richesse et l'énergie d'une famille entre les mains d'un seul individu. La vertu, on n'a pas compris. Seulement et seulement quelques années après, lorsque ces mêmes malfrats ont tué quelqu'un au quartier, ils ont été rattrapés. Et c'est là qu'ils ont cité ce monsieur actuellement est en prison. C'est lui qui nous a conté lui-même son histoire. Et les femmes ne vont pas me démentir. Il a dit que c'était du Kumbayano ou le lien d'âme. Je sais qu'ils vont tirer sur moi, mais qui nous explique encore davantage ce que c'est que le Kumbayano au Gabon chez les femmes. C'est le lien d'âme qu'on lit tout le monde. On lit toutes les ampoules. On fait briller une seule ampoule et les autres s'éteignent. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas toujours bien de concentrer les richesses d'une famille entre les mains d'une personne. Si on avait écouté le frère, on ne serait pas tombé dans ce piège. Le concept de DMG n'est pas seulement un concept d'historique, mais aussi un concept de solution. Je vais profiter pour vous donner le mystère des jours. À ceux-là qui n'aiment pas la science, ils seront obligés d'accepter la science. Les 7 jours de la semaine que nous voyons là sont dirigés par 7 esprits démoniaques. Et quand vous connaissez les 7 esprits qui dirigent la semaine, vous pouvez dominer la semaine. Et quand je vais y aller, vous allez découvrir le mystère des 7 jours de la semaine. Alors, dans le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Dans le calendrier juif, on va de dimanche à lundi. Mais dans le calendrier que nous utilisons, on va de lundi à dimanche. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce changement. Déjà, quand vous écoutez lundi, en anglais, c'est Monday. En espagnol, c'est lunes. Alors, c'est une journée qui est dédiée à la déesse de la lune, Luna. On l'appelle chez les Grecs Artémis et Diane chez les Romains. Alors, l'esprit de lundi est une déesse de la chasse, de la lumière.
et de la mort subite. Et sa sœur jumelle, c'est Apollo. C'est cet esprit que les musiciens font des liens avec eux pour mieux chanter et réussir. Ceux qui font la musique et la poésie, ne me démentiront pas, ils connaissent bien Apollos. Alors, beaucoup d'écrivains d'œuvres, et surtout sataniques et philosophiques, sont liés à cet esprit. Non, c'est un esprit qui dirigeait la journée de lundi. Et quand vous la regardez, on la dessine sous forme d'une déesse vierge et armée d'un arc et des flèches. Et c'est un esprit qui est impitoyable pour qui lui manque du respect. Et elle excite beaucoup ses adeptes à combattre ses détracteurs. Économiquement, la déesse de lundi influence des secteurs entiers, voire des nations entières par le commerce des idoles. Image de la Vierge Marie, image de Jésus, image de Bouddha, image de chapelet. Autant je veux le dire, certains m'ont dit que j'ai stigmatisé certaines religions, mais la vérité est bien à dire. Alors cet esprit envoûte généralement les gens et pousse les gens à l'adorer aveuglement. Et cet esprit influence la menstruation des femmes. Sache que si tu as beaucoup de difficultés avec tes menstrues, ce jour est indiqué pour ta délivrance et aussi même pour briser les cas de stérilité rebelle. C'est aussi le jour qui est favorable pour briser l'influence de la reine du ciel ou de la reine de côte dans vos vies ou dans vos affaires. On proclame généralement Ésaïe 47 verset 1 et 47 1 et 47 9. Le deuxième jour, mardi, oui, chez les Romains c'est Mars, Arès chez les Grecs. En anglais, ils vont parler de Tuesday. Martes en espagnol, c'est le dieu de la guerre. C'est un esprit très sanguinaire, brutal, à caractère impitoyable. C'est l'amant d'Aphrodite que vous appelez généralement Vénus. Et beaucoup de sorciers qui répandent le sang l'invoquent. On l'invoque la plupart des temps au mois de mars pour provoquer les effusions de sang. Ils poussent les gens à s'exciter, à tuer même pour rien. Ils créent les guerres civiles, les guerres tribales, les guerres religieuses et les mouvements violents. On peut utiliser Exode 15, verset 3 contre elle. On peut utiliser le psaume 46, verset 9 à 10 contre elle. Oui. Et vous devez savoir que cet esprit verse beaucoup de sang. Psaume 67, verset 2 à 7. Ésaïe 40, verset 23, etc. Vous pouvez proclamer même Jérémie 50, verset 25 à 26. Le mercredi, Mercure chez les Romains et même chez les Grecs. Miércoles chez d'autres. Alors, cet esprit oriente les gens dans les affaires, dans les voyages. Beaucoup de commerçants, si vous voyez un commerçant qui fait des pratiques pour avancer dans son commerce, ou ceux qui font des pratiques pour faire des voyages, ils contactent l'esprit de mercredi qui n'est rien d'autre que Mercure ou Hermès chez les Grecs. Donc, on prie pour avoir les faveurs de la création dans toutes les activités. Vous pouvez utiliser le psaume 24, verset 1. Vous pouvez proclamer la réconciliation de l'univers avec Dieu à part le sang de Jésus-Christ. Proclamer le psaume 22, verset 28. Quand un commerçant pratique, chez vous ça ne fonctionne plus et chez lui ça fonctionne, combattez l'esprit de mercredi ou ceux qui font dans les voyages et vous allez les faire tomber. C'est aussi un jour indiqué pour briser les divisions dans les familles et dans d'autres endroits. On peut proclamer Isaïe 65, verset 17 ou 21 à 25. Si vous souffrez pour manger, pour accoucher, ou si vous n'expérimentez pas des choses positives dans votre vie, proclamez ce jour-là et vous aurez le résultat. Le cinquième jour qui est le jeudi, Webes, Jupiter chez les Romains et Zeus chez les Grecs. C'est le maître des autres dieux. On l'appelle le dieu du ciel. C'est le Dieu qui commande le déclenchement des orages et des pluies. Et il est impérieux, dominateur, sévère. Quand il possède quelqu'un, vraiment, vous voyez comment cette personne a la colère.
Et c'est le dieu du tonnerre du marteau. Vous le voyez généralement sur les portes, un esprit ou un homme tenant le marteau. Son symbole, c'est un homme tenant le marteau. Oui, vous devez prier avec Acte 14, verset 8 à 15, le Psaume 29, verset 1, pour vous défendre. Pour nous qui sommes chrétiens également, on utilise le 1 Samuel 7, verset 10 à 14. On utilise le Psaume 104, verset 7. Et si nous, on veut utiliser le tonnerre contre le tonnerre, nous utilisons Apocalypse 4, verset 5, et nous connectons notre vie et nos affaires à ce somme au trône de Dieu. On déclenche le tonnerre, et le tonnerre aussi, on répond par le tonnerre. Le vendredi, Bienès, Vénus chez les Romains et Aphrodite chez les Grecs, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle est l'épouse d'Ephratos et elle a de nombreuses aventures avec les autres. Donc c'est l'esprit le plus infidèle de la semaine. Et une femme qui a une alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de vendredi sera infidèle même dans son mariage. Elle sera infidèle. Tu es marié mais tu es vagabonde, même pour rien. Il faut savoir que cet esprit t'anime. Quand vous voyez une femme vivre de manière chronique dans l'adultère et toutes les prières de délivrance n'ont pas porté de fruits, je vous conseille de briser l'emprise de Vénus sur sa vie, et ceci le vendredi. Et le vendredi, c'est un jour où délivrer contre les couches de nuit, contre les maris de nuit, les femmes de nuit et autres. La journée de samedi, Saturne, Sabado, Chronos chez les Grecs, c'est le dieu des semailles et des temps. Beaucoup de gens qui cultivent dans les champs font alliance avec l'esprit de samedi pour que leurs champs produisent. Vous pouvez utiliser contre eux le Psaume 148, verset 9, Acte 7, 41 à 43, etc. Le dernier jour, qui est le dimanche, que nous appelons généralement Sunday, le jour du soleil, Domingo, le jour du soleil, nous devons savoir que c'est le jour où Satan lui-même, le Père, gouverne. C'est le jour où tous les esprits viennent rendre compte et prendre les directives pour la semaine. Et je profite pour révéler aux chrétiens que si le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de ressusciter samedi, qui était le dernier jour, est ressuscité le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, c'était pour arracher ce jour aux mains de Satan. Donc sachez que si vous voyez un marabout ou un charlatan qui travaille le dimanche, il faut savoir qu'il est extrêmement dangereux. Il travaille avec le père des ténèbres. Je voudrais profiter également pour vous dire, s'il y a quelqu'un qui vous combat et qui vous perturbe, cherchez tout simplement à savoir son jour de travail, ou son jour de prière, ou son jour qu'il entre dans le sanctum, et vous combattez cet esprit en son nom, et vous aurez de la victoire. Commentez, likez, partagez, c'est toujours la première de l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Coucou DMG, coucou à la communauté de DMG. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. Toujours le même refrain. Et à DMG Production aussi, n'hésitez pas de vous abonner là-bas. Il y a de beaux films qui passent là-bas. Alors, aujourd'hui DMG, je viens pour une histoire qui m'a été racontée par ma cousine. Par une cousine, c'est sa camarade qui l'a vécu. Tout dernièrement même. Alors, elle était amie avec une fille. Les deux s'appelaient Bestie. Ok. J'étais amie. Une amitié de peut-être 4 à 5 ans comme ça. Et une fois, l'amie de ma cousine en question, on va l'appeler Eliane. Et puis, Eliane et Marcel. Donc, on a Eliane et Marcel qui sont des meilleurs amis. Marcel dit à Eliane, ok copine, demain là j'ai un truc et tout, faut m'accompagner et tout, il n'y a pas de souci. Donc, Eliane maintenant qui lui dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand on va à quelle heure, c'est où, tout. Elle lui dit non. Quand le jour va arriver, moi-même, on va se croiser, on va partir directement. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, ils se sont laissés. Et ils avaient rendez-vous peut-être dans le deuxième jour. On a Eliane qui s'apprêtait à sortir et tout. Elle s'est fait chic, elle s'est habillée et tout. Au moment de sortir, c'est un moment qui lui dit, Eliane, je suis pas très en forme. Est-ce que tu peux cuisiner
avant de partir. Donc Eliane, dans ses dégagements de jeune fille, elle était très en colère. Elle dit à sa maman que non, je dois aller retrouver ma copine et tout et tout. Et la mère de Eliane lui dit non, prépare ma nourriture avant de sortir. Et Eliane, très remontée contre sa mère, elle s'est dévêtie, elle s'est mise à la cuisine, elle a commencé à cuisiner. Et elle reçoit l'appel de sa meilleure amie qui lui dit « Ah, mais tu es où? On devait se retrouver tout à l'heure là. Je t'attends depuis, tu viens pas. » Elle dit « Excuse-moi ma bestie, ma maman dit de cuisiner son repas avant de sortir. » La bestie se met en colère. Elle dit non, c'est parce qu'on avait convenu et tout. Eliane qui lui dit mais non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais finir de cuisiner pour la vieille rapidement et puis je te fais signe. Envoie-moi la localisation de l'endroit où on doit partir. Comme ça, toi tu me dévances. Et dès que je finis de cuisiner, je viens. Sa bestie qui était un peu remontée mais qui dit ok, d'accord. Elle lui envoie la localisation et tout. Donc Eliane qui finit de cuisiner, quand elle finit de cuisiner, elle se met à dire que ok, je vais m'habiller, je vais me rhabiller et puis je vais aller croiser ma copine. Elle dit elle avait des violents maux de tête qui ont surgi de nulle part. Vraiment des violents maux de tête. Qu'elle-même n'a pas compris. Après, elle s'est dit, bon, ok. Donc, je vais m'allonger quelques minutes. Quand ça va passer, je vais partir. Et dans sa longée, là, la fille a dormi. Totalement dormi. Quand elle se réveille, il est presque 22h, 23h. En tout cas, il était déjà tard. Donc, quand elle se réveille, elle appelle sa bestie. Le numéro de sa bestie ne passe pas. Elle appelle le numéro de sa bestie, ne passe pas. Donc, comme il était déjà 23h par là, 22h, 23h, elle a déposé le téléphone et elle s'est rendormie. Quand elle s'est rendormie, le lendemain matin, elle reçoit l'appel de la mère de sa bestie. La mère de la bestie lui dit, mais Eliane, comment tu vas? Ça va? Oui, ça va maman. Mais et ta copine? Elle dit, non maman, on n'est pas ensemble. La maman qui lui dit que non, elle m'a dit qu'elle sortait avec toi. Eliane maintenant qui répond, oui maman, on devait sortir ensemble, mais j'ai eu un contretemps. Ma maman m'a demandé de cuisiner, donc après, quand j'ai essayé de l'appeler, elle était sur répondeur. Donc on n'est plus partis ensemble, elle est partie seule. La maman de la bestie était très surprise, en même temps inquiète, parce que sa fille n'a jamais disparu comme ça toute une nuit sans lui dire quoi que ce soit. Donc Eliane était là à la maison tranquillement. 2 jours après, la maman de la bestie l'appelle pour lui dire que depuis depuis la disparition de ta copine là, on ne l'a toujours pas revue. J'ai porté plainte à la police et tout, et on m'a dit de donner le lieu où vous devez vous retrouver et tout. Donc elle a dit à la maman et tout. Et ils ont pris le numéro de la bestie. Ils ont géolocalisé son téléphone. Son téléphone était dans un coin à Assigny, quelque part là-bas, en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Donc, ils ont retrouvé le téléphone de la bestie. Quand ils ont retrouvé le téléphone de la bestie, le téléphone était en bon état, vraiment en très très bon état. Ils ont réussi à déchiffrer, voir ses conversations et tout. Ils ont vu qu'elle conversait avec un certain groupe de personnes, 2 personnes en particulier, où ils parlaient vraiment de choses macabres. C'est-à-dire que la bestie, elle avait pour plan de vendre sa copine à des ritualistes qui avaient besoin d'organes. Ils lui ont proposé une très forte somme d'argent et tout. Donc, elle a marché avec eux. Elle était partante. Donc, le plan, c'était d'envoyer sa bestie au lieu où ils étaient censés aller. Et puis,
Peut-être elle allait prétendre un appel ou bien quelque chose et puis elle allait s'éloigner et laisser sa bestie là-bas. Et ces gens-là qui avaient besoin d'organes humains pour exercer leur sacrifice allaient s'emparer des organes de Eliane. C'est ainsi que quand elle est arrivée sans Eliane, 1 heure de temps, 2 heures du temps, ils l'ont finalement prise à la place d'Eliane pour effectuer le sacrifice. Donc la bestie est décédée. La bestie est décédée quand vraiment... Et comment ils ont réussi à comprendre tout ça, c'est à travers les conversations qui étaient dans son téléphone. Ils ont tracé les numéros en question et ils ont retrouvé un coupable là-dedans. Ils ont pu retrouver un. C'est celui-là qui a expliqué toute l'histoire et tout, et tout, et tout. Donc voilà. On va encore vous dire quoi. Chacun va tirer les leçons qu'il peut tirer. Ne vous fiez jamais à personne. Personne. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. BMJ, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que je vous suis. Et j'ai décidé de vous raconter mon histoire à moi. Ça, c'est mon histoire. J'ai vécu avec un serpent à deux têtes dans mon ventre pendant plusieurs années. Je vais vous raconter la petite histoire pour sensibiliser mes sœurs. Tout a commencé, j'étais à Douala et j'ai mangé un repas donné par mon voisin du marché parce que j'étais une coiffeuse. J'ai après la consommation du repas, je me suis sentie faible, j'ai senti mes forces finies, j'ai senti comment est-ce que j'étais en train de mourir. C'est comme ça donc que j'ai fermé le salon, je suis rentrée à la maison. En ce moment, je consultais un féticheur. Je l'ai appelé. Je lui ai fait part de la situation. Il m'a dit, ok, c'est un samedi. Il m'a dit, ok, viens dimanche. Dimanche, je me suis déportée sur aller là-bas. Il m'a donné des médicaments à boire et après les médicaments, il m'a demandé de rentrer. Quand je suis rentrée à la maison, c'est comme si j'allais mourir. J'ai commencé à changer. J'ai commencé à noircir. J'ai commencé à maigrir. Donc, j'étais changeante. Après cela, ça n'allait toujours pas. C'est comme ça donc que je suis encore allée chez une autre dame. Elle aussi, elle m'a donné des médicaments à me purger avec. Je me suis purgée. Et c'est comme si, quand je me purgeais, ça remplit. J'avais les abcès partout sur la tête. Bon, ça fait semblant d'aller. Au moment, la santé s'est stabilisée. J'ai commencé à me sentir bien. Je me suis dit que bon, sûrement, tout est sorti. Moi, je ne savais même pas d'abord ce que j'avais dans mon ventre. Donc, je me sentais faible, je me sentais bizarre. Le ventre faisait mal et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que les années passent. En 2021, 2022, 2023, j'ai toujours ça dans mon ventre, mais je ne sais pas. Mais ces gens chez qui j'ai partais, parce que j'ai fait le tour de plusieurs féticheurs, plusieurs ménicis, tout le monde me donnait seulement des médicaments de bois, disait qu'il y avait un bois. Mais en 2022, je sentais un truc taper, battre dans mon ventre. Donc ça tapait. Je dis que mais qu'est-ce qui tape dans mon ventre? Qu'est-ce qui bat dans mon ventre comme ça? On m'a dit, ah, peut-être ce sont les verres, j'ai pris le remède des verres, j'ai bu et tout et tout. J'ai dit que mais je ne peux pas être enceinte puisque déjà, en ce moment-là, je n'avais pas quelqu'un dans ma vie. Donc je ne peux même pas penser à une grossesse et tout, mais j'entends tout taper dans mon ventre. Bon, après, c'est passé, je suis restée avec ça comme ça. En 2023, au mois de juin, juillet, oui, il y a un monsieur qui m'aborde, il me drague et puis un jour il m'envoie l'émission de Kangoka. Il me dit il faut suivre ça. Bon, c'est comme ça qu'il m'envoie l'audio, j'écoute. Et 3 mois après, j'écoutais toujours parce que je suis dans les archives. Je prenais les prières, j'ai commencé aussi à prier. J'avais téléchargé aussi, je suivais les prières du matin de 4 et tout et tout et tout. C'est donc comme ça que à un moment, j'ai pris une prière dans les archives. Un samedi, j'ai commencé à prier avec, j'écoutais. Subitement, j'ai commencé à cracher. J'ai craché. J'ai dit, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai craché. Comment j'écoute une prière depuis que je suis ça fait 3 mois. Comment j'écoute une prière et du coup, je commence à cracher comme ça. J'ai craché comme ça pendant 1 an successif. J'ai craché. Donc de 2023 jusqu'en 2024, 1 an, j'ai passé le temps à cracher. C'est donc comme ça qu'en 2024, 1 an après, le ventre donc commence encore à me faire mal.
Je dis que, hey, le ventre, c'est jamais encore dans mon ventre. Je prends les remèdes des verres, on me dit, prends ceci, je prends rien. C'est donc comme ça que j'appelle une de mes mamans, je l'explique. Elle me dit que, ouais, ma fille, je suis pour Cameroun, je suis aux États-Unis, mais tu donnes le contact d'un petit là, il va t'amener, tu vas essayer de voir un prêtre. J'ai dit, ok, elle me donne le contact du petit. J'appelle le petit, il me dit que oui, il y a messe de malade aujourd'hui, mercredi. Donc, si je peux te déporter, tu viens, il n'y a pas de souci. Je dis, ok, le jour là, je vais à l'église. On fait la messe, après on fait la messe des malades. Comme je suis catholique, voilà. Après la messe des malades, pendant la messe des malades, le prêtre passe avec le Saint-Sacrement. Il s'arrête devant moi. Quand il s'arrête devant moi, je suis en train de faire ma prière, vous dire, Seigneur, ici, il y a n'importe quoi dans mon ventre, vraiment que ça se manifeste et tout, et tout, et tout. C'est pour ça que quand je finis la messe, je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, ça a la caire. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai toussé, j'ai craché, et le sang qui sortait, c'est pas la tuberculose, j'ai eu que quoi. Je touche, je crache, le sang qui sort. Et après, un moment, je reste étant fatiguée, j'avais tout ce que j'avais, il y a mal au côte. J'entends un truc siffler dans ma gorge. Je dis, hey, comment je suis éveillée, je ne dors pas, je sens tout siffler dans ma gorge. Ça siffle, et ça commence à me chatouiller là dans la gorge. Je dis, hey, c'est encore quelle version ça? C'est comme ça que je continue avec les prières. C'est comme ça qu'au moment, le sommeil m'emporte. Quand je dors, après un moment, je me réveille. Quand je me réveille, je sens un truc ronfler en moi. Donc, comme un truc qui dort, un truc qui s'est fatigué, est en train de ronfler en moi. J'ai manqué. Il y a quoi qui dort dans mon corps? Si j'entends, ça faisait. J'ai dit, hey, c'est dans ma gorge. Je sens comment ça c'est fatigué et ça dort. J'ai dit, ok. Comme c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon corps. C'est comme ça que j'avais le contact d'un prêtre. Quand j'étais à Bonamoussati, j'ai dit, hey, je voulais même d'abord aller dans mon quartier chercher un peu parce qu'il y a des églises aussi. Après, j'ai dit non. Après le prêtre, comme je m'entendais, j'ai essayé de fouiller son contact, j'ai récupéré son contact, je l'ai appelé, il m'a dit, oui, ma fille, je ne suis pas allée sur Yaoundé. Mais je lui ai donné le contact, je lui ai expliqué ce que je travaille, je lui ai expliqué. C'est là il me dit, ok, je vais te donner le contact de notre prêtre. C'est là que j'appelle le gars qui m'a amené à l'église, je lui explique, il me dit, voilà. Pour voir le prêtre, il faut que tu viennes au moins au messe des malades pendant 5 à 6 fois. Et qu'entre-temps, c'est qui crie et qui ronfle dans ma gorge, je ne vais pas me tuer. Je ne peux pas m'attendre de venir jusqu'à 5 6 fois. C'est comme ça donc que je l'explique au prêtre. Là, il me dit, ok, je te donne le contact de mon prêtre. Donc, c'est son collègue. Je vais donc chez son collègue. Je l'appelle. Même si c'est un samedi, je l'appelle. Je l'explique. Il me dit, ok, trouve-moi à la paroisse. C'est comme ça que je prends la moto rouge, j'arrive. Il n'était pas là, j'appelle, je suis là. Il démarre sa voiture, il vient me trouver. Il ouvre la paroisse parce qu'après, il a fait des affaires peut-être de 13, 14 comme ça. Il me regarde comme ça, il me fait une consultation spirituelle. Il me dit, voilà. Tout ce qu'il a dit était vraiment ce que j'ai eu à perdre, les slips et tout. Donc, il dit, tu as eu à perdre des sous-vêtements, des photos et tout. J'ai dit, c'est vrai, moi, il m'a fait une consultation spirituelle. Tout ce qu'il avait dit, vraiment, je me sentais vraiment dans ça. Après, il me dit, ok, il prend sa croix. Il dit, allons devant l'hôtel. On sort de son bureau, on va devant l'hôtel. Il prend sa croix, un DMJ. Il met sur mon ventre. Il commence les prières. de délivrance. Il prend la croix, il pose sur mon ventre. Mon ventre me faisait sauvagement mal. On finit, je rentre. Quand je rentre à la maison, quand je me déshabille, mon ventre est rouge. C'est-à-dire comme si on a égorgé un animal dans mon ventre et le sang de l'animal s'est versé dans mon ventre. Je ne savais pas encore ce que j'avais dans mon ventre. Mon ventre est tellement rouge, ça fait mal. Je n'arrive même pas à poser la main sur mon ventre. Mon ventre me faisait sauvagement mal. C'est un samedi. Dimanche passe, lundi, mardi. Il me dit, je l'ai écrit, il me dit, il faut venir à la messe. Il faut que tu dois te faire un suivi spirituel. Mardi, maintenant, je me réveille. Je soulève mon haut. Je dis qu'il faut que je regarde si les rougeurs là sont partis. Je regarde mon ventre, je vois le dessin d'un serpent à 2 têtes dessiné au-dessus de mon ventre. Avec le sang, non, comme le sang s'est coagulé, ça fait un dessin en forme de 2 serpents sur mon ventre. Je dis, hey, je regarde le ventre, je dis, c'est quoi que sur mon ventre comme ça? Je filme dans mon ventre. J'ai les photos dans mon téléphone, juste parce que je ne peux pas vous envoyer ça. Mais si tu insistes, moi, je peux t'envoyer la photo, mais tu ne peux pas publier mes photos. Je t'envoie la photo pour que toi-même tu vois. Donc, si tu écoutes, si tu veux, tu m'envoies le message. Je t'envoie la photo du ventre avec le serpent dessiné 2 têtes. Je filme donc, j'envoie au prêtre. Il regarde, il rit. Il me dit, il faut venir à la prière. Je vais à la prière, on commence dans les prières de délivrance. Pendant les prières, et c'est comme ça que je vomis. Et c'est comme ça que j'ai fait des sept de tout genre de couleurs. C'est comme ça de 2024 là, jusqu'à ce jour. Je suis toujours suivi spirituel. Donc c'est pour dire aux gens que la prière est l'arme de tout. Parce que si j'étais une autre personne qui ne priait pas et que je ne priais pas, n'avais pas la foi et que je ne priais pas, j'allais voir ça, j'allais me chercher à me pendre.
Mais, comme je savais qu'avec la prière de pasteur, j'ai tenu la prière. C'est comme ça que c'est fait. Parce que pour faire tout ça, pour arriver à tout ça, pour que tout ce qui sort dans ton ventre, il faut gêner, il faut prier. Il y a des heures de prière, il faut se priver de la nourriture. Parce que plus tu manges, plus l'animal qui en toi se nourrit ne peut pas sortir. Plus tu jeûnes, tu t'assèches le corps. C'est comme ça aussi que ça meurt et ça sort. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'étais sur jeûne constamment. Et c'est comme ça que pendant les traitements, les prières de délivrance, plus ça sortait, plus mon corps changeait. Donc, je quittais du visage d'une jeune fille à un visage de maman, de visage de maman, visage de papa. J'ai toutes les photos dans mon téléphone, donc j'étais changeante. Même mes enfants commençaient à me fuir. Je ne ressemblais plus à moi-même. Tout ce qui était dans mon corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un truc qu'on met en toi. Et c'est toujours passé, ça passe toujours par des gens qui te détestent. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je dis c'est que moi, c'est mon histoire à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de ça, on te met ça en ça te... Donc, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça. Ça crée des maladies dans ton corps qui, à la longue, si je n'avais pas l'esprit de voir un prêtre, j'allais à l'hôpital, on allait dire que, diabète, cirrhose de foie et tout ça. Parce qu'au moment, pendant le traitement, pendant les prières de délivrance, mes pieds ont commencé à enfler. Après les pieds enflent, après c'est les blessures qui sortent partout sur moi. Donc comme le feu de nuit, je ne sais pas comment on appelle ça, le feu de nuit parce que moi je suis bamléquée, ça sort des blessures partout sur ton visage. Et à un moment c'est le sang coagulé que tu vas voir partout sur tes cuisses. Et à un moment tu vas voir au niveau de tes chevilles comment c'est en train de noircir, comme ce sont les chaînes qu'on avait coupées et les endroits là sont noirs. À un moment ça redevient normal. À un moment tu vas voir que c'est ta peau qui s'épelle. Donc ta peau s'épelle, la peau de ton visage s'épelle. À un moment tu vois le masque apparaît sur ton visage, donc le masque, le voile mystique, le masque apparaît sur ton visage. Donc, pendant le traitement, tout ce qu'on t'avait fait dans le monde spirituel, pendant les prières, comment est-ce que je peux dire ça ressort quoi, dans le monde physique. Donc, plus on prie, plus dans le monde physique, ça sort. Tu vois, vous voyez un peu, c'est pas sexuel, je ne sais pas comment m'exprimer, vous m'excusez. Donc, c'est un peu ça. Donc, pendant tout le temps de la prière, tout ce qu'on t'avait fait mystiquement, dans le monde mystique, tout ça ressort dans le monde physique. C'est-à-dire, tu vois ça de tes propres yeux comme ça. Donc, voilà un peu mon histoire. Donc, jusqu'à présent, dont je vous parle, je suis toujours sur traitement. Ce n'est pas encore fini. Mais je suis déjà en train de récupérer mon corps, puisque ça fait comme ça, ton corps devient changeant. Donc, même ta beauté que tu avais, tu n'as plus cette beauté-là. Donc, tout ton corps devient changeant. Genre que si tu meurs, on vient dire que non, ce n'est pas ton corps et tout. Donc, c'est pour sensibiliser mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, qu'il y a parfois, tu peux être comme ça. Tu as mal au ventre, tu dis que c'est quoi? Non, il faut parfois faire la consultation spirituelle. C'est-à-dire, vous allez voir ces prêtres exorcistes là, ils vous font une consultation spirituelle. Parce qu'avec ça vous permet de voir c'est comme vous a fait. Vous voyez un peu, non? C'est comme quand parfois les gens qui partent, il faut le check-up. Ils disent que non, je ne suis pas malade, mais je vais faire un check-up pour voir si j'ai une maladie en moi. C'est pareil pour ça aussi, il faut aller voir les prêtres exorcistes. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Mais vous connaissez un bon prêtre exorciste, allez parfois faire une constatation spirituelle pour voir vraiment ce qui ne va pas dans votre vie. Vous voyez un peu, non? Parce que tout ce qui sort dans mon corps, c'est des choses qui allaient sortir plus tard et qui allaient me tuer. Donc, au fait qu'on a commencé, on a attaqué ça plutôt avec les prières, ça a commencé à sortir maintenant. Et c'est un peu ce que j'ai traversé et je voulais partager cela avec vous. Donc, je dis à mes soeurs de ne pas dormir. La prière, c'est la clé de tout. J'ai marché chez les marabouts. Ils ont vu, ils ont essayé, ça les a dépassés. Mais ils ne m'ont jamais dit. Vous comprenez, mais ils n'ont pas voulu me dire pour me faire paniquer parce que dire à un malade que oui, tu as un serpent à deux têtes dans le ventre, tu me fais parce que le prêtre qui avait suivi m'a pas dit. C'est quand j'ai vu le dessin ce moment que j'ai compris que donc c'est ça que j'ai porté depuis plusieurs années. Et j'ai vécu avec ça. Donc, pendant tout le traitement, je savais que j'avais ça dans mon ventre. Mais je n'ai pas paniqué. J'ai dit, Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien. Je sais que tu vas me soigner. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis déjà en train de récupérer. Tout ça est sorti dans mon corps parce que ça fait pipi, ça fait caca dans ton ventre, tout ça. Il faut que tout ça sorte. Et c'est comme ça que tu fais tout genre de sel. Donc, je peux pas. J'ai filmé tout ça dans mon téléphone. Donc, si DMG veut voir, je peux seulement, je te l'envoie la photo du serpent. Et parce que mon visage est devenu changeant, j'ai tout genre de visage. Donc, j'ai tout fini ça dans mon téléphone. Je peux pas envoyer ça comme ça pour qu'il vous envoie ça. Ben, lui, s'il veut voir, je peux l'envoyer ça. Lui, voit ça uniquement pour vous montrer que non, il y a vraiment la saucisse là dehors. Et vraiment, il n'y a que Dieu. Il n'y a que la prière. Et cette prière s'accompagne avec des jeûnes et des nuits de prière pour pouvoir vraiment sortir des griffes de ces personnes-là, de ces mauvaises personnes-là. Ok, vous passez une bonne soirée et un très bon dimanche à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bon, bonjour DMTV. Merci pour votre page qui ici sensibilise les gens à travers des histoires, que ce soit réelles ou fictives. Bon, je vais raconter ici ma part que j'ai vécu. C'était dans la localité de Bafanda, dans un établissement de la place dont je vais taire le nom. Ici, c'était une camarade, je vais donner le nom de Isabelle pour ne pas donner son vrai nom. Isabelle. Bon, Isabelle, vous savez, nous, quand on était élève, ici c'est dans les années 2010, quand on était élève, on avait des commentaires bidons, genre, on te donne combien j'ai gagné par jour, des trucs comme ça. Un camarade lance donc ce commentaire-là, que toi on te donne combien par jour, ainsi de suite. On arrivait donc sur une camarade là, Isabelle là, elle dit que son père lui donne 5 000 francs par jour. Nous on dit que, ah, comment ça 5 000 francs par jour, tu vois? Est-ce que oui, est-ce que vous pensez que je vous amène à la cantine comment chaque jour? Que son père lui donne 5 000 francs par jour et le week-end c'est même plus. On arrive dans chez nous, on dit que ah, pour nous là c'est le pain maman. C'est le pain qu'on charge, on met dans notre sac. Non pas nous à quoi avec. Je raconte comme ça c'est en 2010, là on faisait 5e. Maintenant alors, un jour, je vais citer un peu, un jour, Isabella, elle a donné un malaise. Ouais, un peu, elle a donné un malaise. Et ses camarades, nous, on décide, puisqu'on connaissait la maison, mais on n'était jamais entré. On décidait donc de l'accompagner à la maison et autres. Quand on l'accompagne à la maison, elle dit donc qu'elle a faim. Ses camarades, elle dit donc qu'elle a faim. On part dans l'acheter de la nourriture. Quand on achète la nourriture, nous, on décide d'aller acheter la nourriture. Quand on achète la nourriture, on revient avec, elle dit que non. Elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas manger la nourriture vendredi. On demande que comment ça tu peux pas manger la nourriture vendredi. Elle dit que voilà, laissez, qu'on ne peut pas comprendre. Qu'elle ne peut pas juste manger la nourriture vendredi. Qu'on la laisse. Elle nous chasse même qu'on part. Qu'on la laisse seule. Nous, entre nous, on se pose des questions. Comment la fille ne peut pas manger la nourriture le vendredi? On n'est pas nous les questions. On n'est pas nous les questions que nous, déjà, peut-être, nous dans quelque chose. Ah, nous, à cette rencontre, on rentre. 2 semaines plus tard, elle a trouvé le même problème. Vendredi là. 2 semaines plus tard, on l'accompagne encore à la maison. On reste avec elle. Elle dit qu'elle a faim. Elle a faim. Elle dit qu'on attend un peu, c'est pas dans la chambre. Quand elle n'est pas dans la chambre, il y a une camarade par curiosité. Essaie de la poursuivre derrière. Elle arrive dans la chambre, elle chie. Celle-là qui avait guetté, celle-là qui guette, pardon si je sais mon bon. Celle-là qui guette par la fenêtre, on voit comment elle est en train de chier et manger ses excréments. Elle crie, elle peut appeler donc, elle vient nous appeler disant que venez voir doucement, ne faites pas de bruit. On vient donc par la fenêtre, on voit qu'elle est en train de chier et mange ses excréments. Elle mange ses excréments. Elle mange. Subitement, une crie parmi nous. Hé, toi tu manges tes caca. C'est comme ça alors que bon, elle a eu, comme elle voit qu'elle était surprise, elle ne pouvait plus rien faire. Elle commence à pleurer. Elle dit que, ouais, que vous êtes envoyé, vous n'avez pas demandé d'attendre au salon. On dit que, c'est quoi ça que tu manges tes caca? C'est quoi? C'est une condition. Avant qu'elle dise que, je vous dis quelque chose, vous n'êtes pas personne. Donc, comment ça quelque chose? Elle dit que son père est infecté. Et son père est infecté. Et la condition pour ici là, c'est qu'il doit manger le caca chaque vendredi. Donc le vendredi comme ça, dès que minuit arrive, bam, c'est vendredi là. Vous devez manger le caca. Tout ce que vous devez manger, tout jusqu'à ce que le lendemain arrive. Chaque vendredi, vous devez manger le caca.
Donc, le vendredi, c'est seulement quelqu'un ne peut rien manger. Pour ça que le vendredi, ils ne doivent pas sortir. Ils doivent seulement manger caca. Que tous chez eux là, ils doivent manger les caca. Donc, si une personne m'arrive à la maison, que même eux là, même là où ils sont là, comme ça, ils doivent manger les caca actuellement. Que nous sommes, qui sont arrivés là, on doit manger les caca. Parce que nous sommes venus chez eux, sinon son père va mourir. On a dit que non, nous on ne peut pas nous manger les caca. On a dit que non, elle nous a supplié que pardon, on mange les caca. Une camarade a dit que pardon, qu'on l'aide, non. On a dit que non, on ne peut pas nous manger caca. Elle dit qu'on chie seulement, on goûte seulement petit. On a dit que non, maman, on ne peut pas nous manger de caca. On ne peut pas nous manger caca. C'est comme ça que nous, on a nous fui. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Que nous sommes méchants. On a vu de tout ça. Pleurer. Alors que son père appelle. Tu as amené les pieds à la maison. Donc, apparemment, on avait dit à il y a des gens qui sont venus chez toi. On t'avait dit que si les gens viennent chez toi au vendredi, eux-mêmes ils doivent manger les caca. Son père appelle que qui est venu à la maison, tout ça. Son père, je ne sais pas comment ça s'est passé après, puisqu'après là, son père, ils ont déménagé de la ville sans plus rien dire à quelqu'un. C'est comme ça que tout s'est passé. Donc, c'était pour dire que parfois, quand vous voyez des amis, être à l'aise, ici, Dieu, ne les enviez pas. On ne sait pas de quoi ils sont en train de passer. Donc, c'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.